Salut et bienvenue sur la première d'une série de 3 vidéos où on va parler des questions de sexisme. Pour cette première sur le genre, je serai accompagné de Lila, avec qui on a écrit la vidéo et qui a également fait de superbes schémas que vous allez bientôt découvrir. Pour commencer, et comme vous l'avez vu sur le titre, on va critiquer une certaine notion, celle de théorie du genre. Pourquoi critiquer cette théorie? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Le terme de théorie du genre est d'abord utilisé par les détracteurs des études sur le genre, et particulièrement ceux qui n'apprécient pas trop les mouvements féministes et LGBT. Le terme est ensuite entré dans le langage courant pour désigner les études sur le genre, mais je trouve problématique d'utiliser ici le terme de théorie pour les raisons qu'on va évoquer. Ce terme de théorie laisse penser qu'on peut regrouper toutes les études qui s'intéressent au genre et les réfuter comme si c'était un tout uniforme. Sauf que d'une part, ces études ne sont pas homogènes, il y a une grande diversité de conclusions qui peuvent d'ailleurs se contredire, et d'autre part, le genre n'est pas une théorie, c'est un concept, et la nuance est importante. Un concept, ce n'est pas vrai ou faux, ça sert juste à définir et représenter certaines choses. Le genre peut en effet désigner différentes réalités qu'on va développer dans cette vidéo, et qui peuvent être étudiées à travers les études sur le genre. Ces études peuvent être critiquées individuellement, si elles ont des biais méthodologiques par exemple, mais on ne peut pas rejeter toutes les études sur le genre en réfutant la théorie du genre, puisque celle-ci n'existe pas. Le concept de genre sert à différencier l'identité sociale du corps biologique. Biologiquement, on peut distinguer les personnes sur la base de divers critères, comme les attributs sexuels, la morphologie, la pilosité, les hormones, les gamètes, les chromosomes, et ainsi de suite. Ces critères permettent de catégoriser les gens, plus ou moins précisément, en mâles ou en femelles. Mais quel que soit le ou les critères biologiques choisis, il n'est pas possible de classer toute la population dans les catégories mâle-femelle sans qu'il n'y ait d'ambiguïté, comme le montre très bien cette vidéo. Il y aura toujours des gens au milieu ou qui possèdent simultanément des éléments biologiques de chaque catégorie, et qu'on ne peut donc pas placer dans ce découpage binaire. On parle alors de personnes intersexes, des personnes qui sont encore aujourd'hui invisibilisées. Traditionnellement, ces éléments biologiques, et en particulier le sexe, vont nous mener à classer les nouveau-nés dans les groupes hommes ou femmes. C'est ce qu'on appelle le genre attribué à la naissance. Mais dans la vie de tous les jours, on ne regarde pas les organes génitaux des gens pour savoir dans quel groupe les classer. Non, on se base sur ce qu'on appelle l'expression de genre, c'est-à-dire les vêtements, la coupe de cheveux, la façon de parler, le comportement adopté par les individus. Précisons que certains éléments qui relèvent de la biologie, comme la pilosité, la poitrine, la voix, la musculature, etc., participent aussi à l'expression de genre. On a donc ici un mélange de biologie et de comportement social, les deux pouvant d'ailleurs être dépendants. On peut par exemple choisir de s'épiler ou non, ou choisir de développer sa masse musculaire, ce qui va avoir une influence sur notre expression de genre. De fait, dans la société, l'usage des termes hommes et femmes ne se limite pas à de simples observations biologiques. Ils vont aussi se référer à la manière de se comporter des personnes, à leurs interactions sociales, leurs goûts, leurs vêtements et une multitude d'autres choses. Ils vont se référer à cette fameuse expression de genre. Plus exactement, ces termes hommes et femmes désignent des catégories construites socialement, relatives à un ensemble de caractéristiques qui vont au-delà du biologique. On parle alors de catégories ou de groupes politiques de genre. Ensuite, les individus vont s'identifier ou non à ces catégories et en fonction définir leur identité de genre. On peut se référer à ce schéma explicatif pour plus facilement les appréhender. Donc on récapitule. On a un corps biologique qui détermine si une personne est mâle, femelle ou intersexe. On a ensuite l'expression de genre qui désigne ce qu'on renvoie physiquement et dans nos attitudes, ce qui influe sur la façon dont les autres nous perçoivent, avec d'un côté la masculinité et de l'autre la féminité. Entre les deux, on parle de personnes androgynes. Ensuite, on a l'identité de genre, qui consiste à s'identifier comme homme, femme, autre ou aucun. Et pour finir, on a l'attirance sexuelle et l'attirance romantique, qui désignent par qui on va être attiré ou pas sur le plan romantique et ou sexuel. On peut donc, sur le plan psychologique, distinguer le genre comme une identité sociale dans laquelle les individus se reconnaissent et qui n'est pas forcément identique à l'identité qu'on leur a attribuée à la naissance sur la base de leur sexe. Le terme de genre permet alors de mettre en avant l'existence de la transidentité, qui est le fait de s'identifier à un genre autre que celui qu'on nous a attribué à la naissance. Donc une personne transgenre, ça peut être par exemple une personne qui s'identifie homme ou à genre, bien qu'elle soit née avec une vulve. Et on parlera de personnes cisgenres pour désigner celles qui s'identifient à leur genre attribué à la naissance. Et précisons que la transidentité en elle-même n'est pas un trouble. En psychologie, on considère que ça devient un trouble uniquement lorsque la différence entre l'identité de genre et certaines caractéristiques physiques ou attentes sociales provoque un mal-être très important, avec par exemple de l'anxiété ou de la dépression. C'est là qu'on parle de dysphorie de genre. Et il est parfois nécessaire pour les personnes concernées de passer par un changement d'apparence physique, par chirurgie, par traitement médicamenteux et ou par des méthodes non invasives, comme un changement de vêtements ou de coiffure, de maquillage, etc.
Ces changements peuvent favoriser la correspondance entre l'identité de genre de la personne et les stéréotypes de genre, et ainsi diminuer ou supprimer cette dysphorie. On pourrait se demander comment les gens en arrivent à se construire une identité de genre. C'est un sujet sacrément complexe qui mêle des hypothèses biologiques, psychologiques, sociologiques, etc. Et cette question est encore loin d'être tranchée. Je vous renvoie vers 2 vidéos vraiment top là-dessus sur la chaîne de PsychoQuack. Bon, et comme souvent sur la chaîne, après avoir brièvement parlé du versant individuel, on va surtout aller du côté politique. Je ne sais pas à quel point le biologique peut ou non avoir une influence sur la construction de genre chez un individu, mais on peut affirmer qu'au moins une très grande partie de cette construction est en grande partie déterminée par le contexte social, comme on va le voir de suite. Dans la société, on traite les gens différemment selon s'ils sont considérés comme des hommes ou comme des femmes, sans considération de leur identification individuelle. Au-delà de l'identité personnelle, on peut donc parler du genre comme une catégorisation sociale des individus, avec les groupes politiques hommes et femmes qu'on a vus tout à l'heure. Et qu'importe si vous vous identifiez comme homme, femme ou autre, la société vous considérera comme homme ou femme suivant ce que vous renvoyez. Comme on utilise ces termes hommes et femmes non plus seulement pour désigner des différences sexuelles, mais pour désigner des rôles sociaux et des traits de personnalité, on va avoir des attentes envers les gens, selon le groupe dans lequel on les classe. On attendra par exemple d'une femme qu'elle soit douce et patiente et on lui reprochera de s'énerver. Inversement, on attendra d'un homme qu'il soit fort et courageux en lui reprochant sa lâcheté ou sa faiblesse s'il ne montre pas ces caractéristiques-là. Autrement dit, un homme, dans nos représentations sociales actuelles, c'est pas juste quelqu'un avec un pénis ou des chromosomes XY. Un homme, c'est censé être quelqu'un de combatif, de protecteur, de viril, là où une femme doit être plus empathique ou émotive. Ce procédé d'inférer des caractéristiques de personnalité ou de comportement sur un terme qui renvoie à quelque chose de biologique, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. On infère des caractéristiques à des individus ou à des groupes comme s'il y avait une essence de ce qu'ils sont. On peut expliquer l'essentialisme avec l'exemple du concept d'humanité. Il y a une essence de ce qu'est un humain. On dit par exemple qu'on peut perdre son humanité, être inhumain, alors que si on restait sur le plan biologique, si on est un humain, on le reste, on ne peut pas le changer. On voit donc comment un terme à la base biologique peut devenir essentialisant en inférant des caractéristiques qui, elles, ne sont plus simplement biologiques. L'humanité devient alors une catégorie sociale, un groupe politique, en opposition à celui d'animalité. Et c'est la même chose avec le genre. On a attribué à des termes désignant d'abord un sexe biologique une essence qui n'est plus de l'ordre du biologique. Et donc là encore, on établit une catégorie sociale. À partir du moment où ces groupes sont essentialisés et qu'une femme est comme ci ou comme ça, alors les comportements deviennent genrés, c'est-à-dire relatifs à un genre. C'est là que se créent les concepts de masculinité et de féminité. Les représentations et les stéréotypes qui caractérisent ces groupes politiques vont alors avoir une grande influence sur nos attitudes, même inconsciemment. Et en plus d'avoir des attentes envers les autres en fonction de comment on les perçoit, on va nous-mêmes intérioriser les normes et injonctions relatives au genre. On va considérer qu'une femme doit avoir des enfants, s'épiler, s'asseoir d'une certaine manière, être gracieuse, et si elle ne le fait pas, elle subit une pression sociale des autres et d'elle-même. Elle pourra ressentir de la culpabilité ou de la honte, elle sera mal vue par les autres, mal considérée et parfois même violentée. On intériorise très tôt les normes de genre, et quand je dis très tôt, c'est dès l'enfance où on va traiter différemment les enfants selon leur genre assigné à la naissance. Par exemple, pour complimenter une petite fille, on va lui dire qu'elle a une jolie coiffure ou une jolie robe. Alors que pour complimenter un petit garçon, on va lui dire qu'il est fort et qu'il court vite. On a d'ailleurs l'exemple des vêtements genrés, avec fort comme papa et belle comme maman, en bleu et rose évidemment. Dès l'enfance, on encourage les jeunes filles à être passives et dociles. On aura tendance à davantage valoriser l'apparence, vous le verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo qui traitera des questions de beauté et d'image du corps, alors qu'à l'inverse, on encourage les jeunes garçons à être actifs et à prendre plus de place. On grandit donc avec des normes de genre dès les premières années de notre vie. Mais comment on en vient à intérioriser ces stéréotypes, attitudes et comportements, et pourquoi est-ce qu'on peine à s'en détacher, même quand ils ne nous conviennent pas? Selon la théorie de l'apprentissage social, on apprend en observant les comportements des autres, puis on va les adopter et les reproduire. Par conformisme, on va alors intégrer les comportements des personnes auxquelles on va s'identifier, et donc intérioriser certaines normes sociales. Cette intériorisation des normes fait qu'on peut en arriver à les perpétuer, même lorsqu'on sait qu'on a la possibilité de faire autrement, et ce, sans répercussion. Une fois qu'on s'identifie à un genre, on va alors observer et copier les comportements et attitudes relatives à ce groupe. Ensuite, il y a des renforcements externes qui vont créer du conditionnement. Le conditionnement, c'est un apprentissage social où on va associer nos comportements à un sentiment positif ou négatif, qui va nous pousser à davantage faire ou ne pas faire ces comportements. Dans le cadre des problématiques de genre, ce que les autres vont nous renvoyer de nos propres attitudes va participer à notre conditionnement.
il y a un effet de validation sociale. Par exemple, si une personne considérée comme femme se maquille et qu'elle reçoit des compliments à chaque fois qu'elle le fait, elle associera au maquillage un sentiment positif et pourra avoir tendance à plus régulièrement se maquiller. Bien sûr, tout ça se fait inconsciemment, on ne se rend pas compte que notre cerveau fait toutes ces associations. Tous les traits qu'on associe au genre se regroupent dans ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Les stéréotypes, ce sont des croyances qu'on peut avoir sur certains groupes sociaux, tels que les noirs sont moins intelligents que les blancs, ou pour les hommes et les femmes savent pas conduire, les hommes sont rationnels, etc. Les stéréotypes, c'est un sujet qui a pas mal été étudié en psychologie sociale, et on y reviendra dans une vidéo plus spécifique où on abordera par exemple les effets des stéréotypes, avec entre autres ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Les stéréotypes sont souvent utilisés pour justifier les inégalités. Ils font passer la différence et ses conséquences pour légitimes du fait que la première serait innée et ancrée chez les individus. Ce sera vu comme normal que les femmes prennent en charge la vie de famille, qu'elles fassent le ménage, qu'elles se maquillent pour se faire belle, etc. car c'est dans leur essence de femme. Il sera dit qu'une femme qui est propre, maquillée, modeste, délicate et qui porte des bijoux est féminine. Elle colle bien à l'image qu'on s'est construit de ce qu'est une femme et de ce que doit être une femme. A l'inverse, une femme qui est ambitieuse, qui a les cheveux courts et qui porte des vêtements dits masculins n'est alors pas vraiment une femme. De manière péjorative, on dira qu'elle manque de féminité, qu'elle est trop masculine. Ça montre l'injonction qu'il y a à coller aux normes de genre. C'est mal vu de ne pas coller aux caractéristiques propres à son genre, c'est mal vu pour une femme d'avoir des poils parce que les poils c'est un truc de mec, c'est pas très féminin. On peut aussi noter le fameux terme de garçon manqué pour désigner une femme considérée comme trop masculine. D'ailleurs, on va souvent associer ce manque de féminité au fait d'être lesbienne, puisque selon la norme hétérosexuelle, on associe le masculin au fait d'être attiré par les femmes. A l'inverse, pour un homme qui n'est pas dans les standards de masculinité, s'il a des caractéristiques trop proches de celles associées aux femmes, ce sera particulièrement mal vu. On dira de lui qu'il est efféminé. Et d'ailleurs, de nombreuses insultes se basent sur le fait d'être trop féminin, pas assez viril et masculin, comme être un fragile ou être une fillette. Avec des termes homophobes et une confusion entre les normes de genre et l'orientation sexuelle, comme le mot tapette qui sert à la fois à insulter les hommes efféminés et les hommes homosexuels. Dans une société genrée, sortir des normes est un risque, pour les hommes et les femmes qui ne correspondent pas totalement à l'idéal masculin ou l'idéal féminin, mais aussi pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre auquel on les a assignés. La non-conformité de genre expose les gens à des menaces, insultes, violences physiques, discrimination à l'embauche ou au logement, violences médicales, entre autres, sont monnaie courante au fur et à mesure qu'on s'éloigne des stéréotypes de genre. En ce qui concerne les personnes intersexes, puisque biologiquement elles ne rentrent pas dans les catégories mâles ou femelles, on va leur choisir un des deux sexes et les forcer à s'y conformer, parfois à coups de chirurgie, de traitements hormonaux, et ce, contre leur consentement. Et le problème est notamment que nombre de ces traitements ne sont pas justifiés médicalement, mais justifiés par une idéologie qui n'accepte pas l'existence des gens en dehors de la binarité homme-femme. Les personnes intersexes n'ont tout simplement pas leur place dans la société car celles-ci ne considèrent pas leur existence. D'ailleurs, la France a déjà été condamnée par l'ONU pour la pratique de ces violences injustifiées. Pour résumer, dans la société actuelle, les termes d'homme et de femme correspondent non plus à des caractéristiques biologiques, mais à des caractéristiques sociales, comme des comportements et des attitudes. Ces termes sont essentialisants car ils infèrent des caractéristiques mentales, comportementales, etc. à des personnes qu'on catégorise dans un même groupe social. Quand politiquement on dénonce le sexisme, c'est par rapport à ces différences de traitement qu'on fait entre les personnes sur la base de critères relatifs au sexe et au genre. L'idée dans cette critique du sexisme, c'est qu'il n'est pas légitime de faire de telles différences de traitement qu'on n'a pas à attendre des gens qu'ils se conforment aux normes de genre. En gros, si des femmes ne veulent pas s'épiler ou que des hommes veulent porter des jupes roses, eh bien chacun devrait pouvoir le faire sans subir des conséquences négatives comme la honte, le rejet social ou la stigmatisation. Et j'encourage les personnes qui le souhaitent à casser les codes de genre lorsqu'elles ont une position sociale leur permettant de le faire sans subir ces conséquences négatives. Ça aidera ensuite celles pour qui c'est plus difficile à le faire à leur tour. Comme exemple de cette logique, on peut citer Mark Bryan, un homme hétéro cisgenre qui va tous les jours au travail en jupe et en talons. Les normes de genre créant des souffrances qui pourraient être évitées, j'estime qu'il est préférable qu'on se détache d'elles et qu'on cesse de les imposer dans la société. Je suis alors favorable à l'idée qu'on appelle l'abolition du genre, où on abandonnerait les normes de genre et on cesserait de les superposer à des termes qui devraient alors être uniquement biologiques. Et pour conclure tout ça, je vais faire un point sémantique qui va résumer ce qu'on vient de voir. Souvent, ceux qui n'apprécient pas la théorie du genre avancent que les termes hommes et femmes sont des catégories purement biologiques et que ce ne sont pas des constructions sociales. Je dis que c'est une question sémantique parce que ça dépendra de comment on définit hommes et femmes. Si vous les définissez selon les appareils reproducteurs des gens,
alors effectivement, les mots vont renvoyer à quelque chose de seulement biologique, et ça ne fera pas sens d'y attribuer quelque chose de social. Moi, ça me va très bien qu'on parte sur un truc purement biologique, puisque je suis favorable à l'abolition du genre. Mais du coup, il faut accepter que le fait d'être homme, femme ou intersexe ne dit rien de la personnalité des gens, de la manière dont ils doivent s'habiller, se comporter, etc. Par contre, si vous voulez que les termes homme et femme renvoient à quelque chose de social, du genre les femmes mettent des robes et se maquillent, et les hommes ne pleurent pas, etc., alors il faudra accepter qu'il y ait des femmes avec des pénis et des hommes avec des vulves. Vous pouvez aussi avoir une définition qui est un mix du social et du biologique. Mais dans ces cas, il faudra s'attendre à ce que pas mal de personnes ne rentrent pas dans ces catégories. Bref, choisissez la définition qui vous paraît la plus pertinente, mais évitez juste de switcher de l'une à l'autre pour que cette définition reste cohérente. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous si elle vous a plu. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et notamment la deuxième de cette série qui arrive prochainement, dans laquelle on va parler de discrimination et injonctions relatives à la beauté.